Venís desde muy lejos, mas esa lejanía que es para vuestra sangre que canta sin fronteras, la necesaria muerte os nombra cada día por estos arrabales, campos y carreteras. La vocation ou l'envie ou le désir ou l'idée que j'écrirais des livres est antérieure. Je m'avais demandé à 15 ans, mettons, au milieu des études secondaires, qu'est-ce qu'il voulait être? J'aurais dit écrivain. Adolescent déjà, j'avais écrit des poèmes en espagnol, comme beaucoup d'adolescents qui commencent à écrire par la poésie avant de faire autre chose. Donc ce n'est pas la déportation qui m'a poussé à écrire. Il y a des écrivains qui sont nés de la déportation. Primo Levi est un ingénieur chimiste, il n'aurait peut-être jamais écrit s'il n'avait pas été déporté. D'abord son style, la précision, la concision de son style. Est-ce que ça vient du fait que c'est un scientifique au départ, et que donc il écrit alors qu'il n'est pas écrivain, pas formé pour être écrivain. Il écrit avec ce goût du détail précis, du rapport précis, cette distance avec les choses. Il y a des moments poétiques, quand il y a le chant d'Ulysse dans le chapitre, etc., avec le jeune Français qui l'accompagne, c'est très poétique en même temps. Mais il y a cette concision-là qui est, à mon avis, très importante, qui fait une partie énorme, qui fait vraiment partie des raisons pour lesquelles Primo Levi a eu cette répercussion. Déjà sont apparus sur mes pieds les plaies infectieuses qui ne guériront pas. Je pousse des wagons, je manie la pelle, je fonds sous la pluie et je tremble dans le vent. Déjà mon corps n'est plus mon corps. J'ai le ventre enflé, les membres desséchés, le visage bouffi le matin et creusé le soir. Chez certains, la peau est devenue jaune, chez d'autres grise. Quand nous restons 3 ou 4 jours sans nous voir, nous avons du mal à nous reconnaître. Le style de Rousset est très différent, parce que le style de Rousset, en effet, la question est bien formulée, c'est un style plutôt romanesque. Il faut dire que David Rousset a eu le culot monstre, ou le courage, je vais employer un mot moins grossier, enfin moins argotique, le courage d'écrire roman, et d'appeler roman le livre qu'il a écrit tout de suite. Stern se souleva péniblement dans l'obscurité. Les muscles des cuisses faisaient mal à crier. Il heurta une valise et une épaule. Quelque part dans le wagon, un enfant se mit à geindre. L'odeur était suffocante. « Je crois que nous sommes arrivés, dit-il. »« Qu'est-ce que vous voyez » demanda une femme. « Ce doit être un grand camp, dit Stern. » Malheureusement, il n'est pas assez lu. C'est un peu négligé, il est un peu hors du champ il faudrait faire remettre au programme, parce que ça ferait lire par des jeunes, et les jeunes le liraient beaucoup mieux qu'on ne l'a lu à l'époque. Parce qu'eux, ils sont pas fanatiques de la vérité exacte de chaque épisode, ils sont intéressés par la globalité de l'expérience. Et ça, dans les jours de notre mort, on la transmet merveilleusement bien, je vous le garantis. Et sans aucune erreur ou déformation grave. Avec des exagérations littéraires ou des raccourcis littéraires, mais qui sont utiles à la compréhension de l'ensemble. Le côté vivant de la mémoire de la mort, le côté vivant qu'on peut transmettre, qu'on peut essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'odeur crématoire, le froid, la faim, etc. Et ce n'est que dans un récit qu'on peut le faire passer, que ce soit oral ou écrit. Vous lisez un livre de sociologie sur Buchenwald et vous allez être très instruit, et vous n'aurez aucune impression vécue, vivante de ce que c'était. Aucune. Parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de sentiment, il y a des faits et de l'analyse des faits. Ce qui est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Je vous dis le voyage dans le train, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à penser à ce livre qui s'appelle Le Grand Voyage, que j'ai écrit 17 ans après, mais un peu comme je voulais l'écrire en 45-46, il m'a paru plus facile de raconter le voyage vers le camp, et dans ce voyage vers le camp, d'incruster, d'insérer comme des visions de l'avenir, ou incruster l'avenir du camp dans ce voyage-là. C'est un procédé qui n'est pas littéraire dans le sens de truc littéraire, qui m'a paru plus facile. Moi j'ai beaucoup de mal à raconter, même aujourd'hui, à raconter au présent. Par exemple,
je suis dans un salon de chez Gallimard, en face d'un certain nombre de lycéens, de collégiens, de collège André Malraux. J'aurais beaucoup de mal à dire ça comme ça. Je commencerai, je prends un exemple presque dérisoire, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Je commencerai à raconter ma traversée de la rue de l'université de Long en pensant à qui je vais rencontrer, comment vont être les jeunes que je vais rencontrer. Ils vont être combien? On m'a parlé de 10, est-ce qu'ils vont être 10, est-ce qu'ils vont être 5, 6, est-ce qu'il y aura des filles et des garçons, ou seulement des filles? Bon. Et à partir de là, peut-être raconter ce qui se passe maintenant. C'est un procédé littéraire qui m'a facilité l'écriture d'une chose qui est très difficile à écrire. Parce que raconter cette expérience-là, c'est très difficile. C'est très difficile parce que on a tout le temps peur de ne pas être crédible. Alors on a tendance ou à exagérer, certains exagèrent pour que l'horreur provoque une attention de lecteur, ou au contraire, radoucir les choses pour ne pas provoquer de l'horreur, pas provoquer un sentiment de crainte ou de répulsion chez le lecteur. Jean Léger est un personnage important, d'abord parce qu'il existe, c'est pas un personnage de fiction. Il y en a d'autres qui sont des personnages de fiction, comme le gars de Semur. Mais Jean Léger est un personnage de fiction et est un personnage réel, mais qui devient presque un personnage de fiction parce que je l'ai quitté un matin très tôt dans la prison de Serres, quand j'avais été enlevé de la prison, transféré à Dijon et de Dijon à Compiègne pour partir en Allemagne. Lui, il restait à Auxerre et je pensais que je ne savais pas si on allait se revoir jamais. Il y a eu le réveil avant l'aube, la rumeur de toute la prison, réveillée d'un seul coup pour crier son adieu aux partants. De la galerie du dernier étage, la voix d'Irène lui était parvenue. Le gars de la forêt d'Hôte l'avait serré dans ses bras sur le pas de la cellule 44. « Salut Gérard, avait-il dit. Peut-être qu'on se retrouvera. C'est grand, l'Allemagne, lui avait-il répondu. Et je l'appelais le gars de la forêt d'Hôte. C'était un personnage important dans mon univers imaginaire de la réalité d'Auxerre. Pour beaucoup de raisons, y compris la première, c'est que je suis enfermé avec un vieux paysan, mais c'est un homme très égoïste qui reçoit des grands colis de chez lui et qui ne partage pas. Je l'entends croquer des trucs, des pommes, du saucisson, et c'est assez pénible quand on n'a rien à bouffer d'entendre quelqu'un comme ça. Jean Léger, en arrivant, a changé tout ça. Il a dit, on partage tout. Ah, moi je ne partage, on partage tout. Et je lui ai dit, j'ai rien à partager, moi je ne recevrai pas de colis. Il a dit, tu nous emmerdes, on partage tout. Ce qui on partage. Donc déjà, il a établi dans cette cellule de 3 quelque chose de très nouveau. Donc pour moi, c'est un personnage très important. Je me suis inventé un compagnon de voyage, parce que le voyage tout seul, c'est assez plus dur que de voyager en groupe. Alors je me suis inventé un copain avec qui parler. Bien entendu, je ne l'ai pas inventé, le gars de Semur, je ne l'ai pas inventé comme on invente dans un roman, une fiction, quelqu'un de complètement imaginaire. Et je l'ai inventé à partir de Jean Léger. Jean Léger aurait pu être le gars de Semur. D'ailleurs, la dernière phrase qu'il m'a dite, avant qu'on ferme la porte, qu'on soit séparés, il m'a dit, j'aurais bien aimé partir avec toi, c'est-à-dire qu'on reste ensemble. La mort, elle est symbolique, un peu de destin d'une certaine jeunesse. Elle est symbolique dans le sens qu'elle reflète un peu, ou qu'elle symbolise un peu la mort qui était quand même le quotidien. La majorité des cas de toute cette expérience-là, c'est la mort. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Nacht ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel der Berge funkelt im Abendsonnenschein. Je pensais que, une fois apaisé cette mémoire-là avec un livre, ou exorcisé cette mémoire-là avec un livre, je pourrais passer à autre chose. D'abord, ce n'est pas vrai. Parce que plus on raconte, plus la mémoire revient. Et ensuite, parce que je me suis rendu compte très vite, le livre est écrit
en 1961, 62, publié en 63. Mais malgré le passage du temps, il est écrit, ça j'en suis absolument convaincu, comme je l'aurais écrit en 1945 si j'avais réussi à l'écrire. Mais quand il a été publié en 63, la situation avait complètement changé. Parce que bon, d'abord il y avait eu d'autres livres sur l'expérience des camps, et donc il y avait une matière écrite sur laquelle je pouvais contraster, comparer, voir la différence et la ressemblance entre mon expérience et celle de Rousset, ou Antelme, ou Primo Levi, que j'ai découvert à ce moment-là, pas avant d'écrire le livre, etc. Et ensuite, il y avait surtout la découverte qu'une chose à laquelle nous croyions dur comme fer en 1945 dans les camps, 44-45 dans les camps, ceux qui étaient jeunes communistes, c'est-à-dire qu'il était impensable. Mais enfin, on aurait rayonné, on aurait insulté quelqu'un qui nous aurait dit à Buchenwald, tu sais que ça, plus ou moins, cette façon d'enfermer les gens, de les traiter, plus ou moins avec les différences qu'il y a, ça existe aussi en Union soviétique. Et donc, 63, le grand voyage paraît, et je lis une journée d'Ivan Denisovitch, de Solzhenitsyn, qui, indépendamment de sa qualité littéraire, est un témoignage irréfutable puisqu'il est autorisé par la censure soviétique, publié par les Russes eux-mêmes. À 5 heures du matin, comme tous les matins, on sonna le réveil, à coups de marteau contre le rail, devant la baraque de l'administration. De l'autre côté du carreau, tartiné de 2 doigts de glace, dehors, il faisait noir, sauf les 3 phares jaunes tapant dans la fenêtre depuis l'enceinte de l'intérieur du camp. On n'a pas le droit moral de parler des camps nazis comme s'il n'y avait que ça dans le monde. Comme si c'est la seule société au monde qui avait produit des camps. Le nazisme, non, au XXe siècle, il y a d'autres sociétés qui ont produit des camps, y compris la société qu'on croyait, nous, jeunes résistants marxistes des années 40, on croyait une société juste. Je n'ose entrer dans le camp lui-même que dans le Quel beau dimanche, qui commence à 4 h du matin, un dimanche dans le camp, et dont la première phrase, les premières phrases montrent bien que nous sommes dans le camp, et que l'appel va être sifflé, qu'on est à 5 h du matin, et tout commence là. Et on raconte une journée entière, mais dans le camp. Alors là, on sort du camp par l'imagination, par la mémoire, mais on est dans le camp. Il regardait le hêtre couvert de neige. Il connaissait déjà sa vérité viride. Décembre. Combien de mois à attendre? Il serait mort, lui, peut-être. Le bourgeon éclaterait, portant à son terme la vérité profonde de l'hiver. Et il serait mort. Non, même pas mort. Évanoui. Celui qui écrit, le narrateur, sait qu'il y a la vérité du goulag. Moi je pense vraiment que Chalamov est le plus grand écrivain sur l'expérience de la déportation. Toute expérience confondue, goulag et camp allemand, nazi, bien entendu. L'expérience de la déportation, de l'oppression, du travail forcé, de la faim, du froid, c'est la même expérience dans les uns et les autres camps. Et si on mélange tous les livres de cette expérience-là, quelles que soient les qualités de Primo Levi ou d'Imre Kertész ou de David Rousset ou d'autres, pour moi, Chalamov reste bien au-dessus. Étendu dans la neige, je serrais la bûche qui était tombée de mon épaule et que je n'arrivais pas à soulever pour aller reprendre ma place dans la colonne des gens descendant de la montagne. Chacun portait un rondin sur l'épaule, un bâton de bois de chauffage, plus ou moins grand selon le cas. Tout le monde était pressé de rentrer, les soldats d'escorte comme les détenus. Tout le monde avait faim, sommeil, et en avait franchement assez de cette interminable journée d'hiver. Mais moi, j'étais couché dans la neige. C'est une œuvre considérable. Il a une méthode d'écriture qui n'est pas la nôtre, celle des Occidentaux, parce qu'il écrit des tout petits récits, parfois de 3 pages, parfois de 10 pages, qui constituent peu à peu comme une espèce de mosaïque ou de forêt de récits sur les camps du Grand Nord soviétique, les camps
où il y a 3 semaines de soleil et le reste du temps c'est peut-être le soleil, mais enfin le froid. Au hasard, en choisissant des textes que j'en cours, faites l'expérience de lire à haute voix et vous verrez à quel point c'est dense. Ça a toute la richesse de la grande littérature russe, c'est-à-dire une littérature très attentive à la psychologie, aux sentiments des personnages, une littérature qui est, même quand c'est des personnages laïques, très religieuse, c'est-à-dire une vision du monde qu'on peut aimer ou pas, mais c'est comme ça, très vite métaphysique, enfin dépassant les petites choses quotidiennes pour aller vers l'essentiel. C'est une très très grande littérature, très très grande littérature. Une décision prise après le grand voyage, de continuer donc le Beau Dimanche, et la décision qu'il fallait conclure ce que j'appelais une trilogie, 3 livres. Le premier c'est le voyage vers le camp. Le deuxième c'est 24 heures dans la vie du camp, une journée entière, qu'est le Beau Dimanche. Et le troisième c'est le retour. L'aller, le séjour et le retour. Et le retour, j'ai envie de le raconter aussi comme très près de la réalité. Il y a eu en 1987, à la radio un matin, la nouvelle de la mort de Primo Levi. Et moi j'ai fait un calcul, mais il me reste tant d'années. Comme si la date, enfin l'âge de Levi à sa mort allait être le mien. C'est absurde. Et donc ça me dit, il faut que tu te dépêches. Tu n'as plus tellement de temps pour écrire ce livre. Et en 1992, j'étais encore en plein travail et j'arrivais pas à trouver une solution à la construction du livre. C'était un peu désordonné, pas seulement dans ma tête, mais la réalité. Il faut aller à Buchenwald. Et peut-être que ça va m'aider à trouver une solution. Ça m'a aidé d'ailleurs, parce que le livre a été fini à cause de ça. L'écriture ou la vie est une écriture un peu différente, plus calme, plus sereine, moins angoissée. Soudain mon corps devenait problématique, se détachait de moi, vivait de cette séparation pour soi, contre moi, dans l'agonie de la douleur. Mon corps étouffait, devenait fou, demandait grâce ignoblement. Mon corps s'affirmait dans une insurrection viscérale qui prétendait me nier en tant qu'être moral. Il me demandait de capituler devant la torture. Il l'exigeait. Pour sortir vainqueur de cet affrontement avec mon corps, il me fallait l'asservir, le maîtriser, l'abandonnant aux affres de la douleur et de l'humiliation. Par hasard, ça a été la première fois, pas que l'histoire des chambres à gaz a été racontée, parce qu'il y avait des rapports qui avaient été envoyés par des organisations juives déjà, même jusqu'à Roosevelt et Churchill et De Gaulle, enfin, ils connaissaient déjà le gros. Mais la première fois qu'il y a eu un si long témoignage devant des Occidentaux, disons ça pour simplifier, des gens de l'Europe de l'Ouest, c'était là, par hasard. Je n'étais pas seul, il y avait plusieurs autres déportés. Donc je n'ai pas inventé, et ça a joué un rôle capital, en effet. Capital. Parce que savoir ce qu'on savait déjà, à travers les récits et les témoignages des Juifs rescapés d'Auschwitz et évacués quand Auschwitz a été découvert et libéré par l'armée rouge, c'est-à-dire en janvier 1945, il y a eu des milliers de Juifs qui sont venus à Buchenwald, dont Elie Wiesel, qui avait 14 ans, que je n'ai pas connu alors, je connais plus tard. On a comparé nos souvenirs, mais pas sur le lieu même, plus tard. Dont Imre Kertész, qui a fini par avoir le prix Nobel de littérature, qui est aussi un Juif d'Auschwitz, qui a été évacué à Buchenwald. Ce témoignage-là a été capital pour comprendre en effet la différence de traitement, la façon singulière dont ont été traités les Juifs dans les camps. La singularité de l'expérience juive, c'est là que je l'ai. Tout à coup, on passe de 20 000 exemplaires à 200 000, et pourquoi ce livre est lu? J'ai compris après qu'en 1995, on fêtait, si on peut dire, on commémorait les 50 ans de la libération des camps. Et donc ce livre-là, paru à ce moment-là, a eu un écho public beaucoup plus grand que s'il avait été publié 2 ans après ou 2 ans avant. Il y a plus un suspense, si on peut dire, non?
pas, c'est-à-dire, bon, la lettre qui arrive, la Gestapo te demande qu'est-ce qui peut se passer, il faut te cacher, etc. Maintenant, il n'y a aucun danger, mais si, ben, hein. Et puis la rencontre avec François L, tout ça, c'est très dramatique, n'est-ce pas? Et c'est raconté assez brièvement, assez, disons, avec une économie de moyens. C'est un livre ça aurait pu être un chapitre de Quel beau dimanche aussi, ça aurait pu être fait partir, mais c'est raconté de façon plus dramatique, peut-être, en effet, en pensant à un public différent, un peu différent, qui ne connaissant pas les tenants et les aboutissants de la déportation, peut être entraîné par une histoire. Ce n'est pas davantage un livre de fiction que les autres. L'essentiel, à commencer par la phrase de Kaminski, « On a trouvé le mort qu'il faut », ça c'est absolument vrai. Kaminski arrivait à grands pas. Il criait la bonne nouvelle, alors qu'il se trouvait encore à quelque distance. Voilà, il avait le mort qu'il faut. Immobile, maintenant, devant moi, droit dans ses bottes, massif, les mains enfoncées dans les poches latérales de son caban bleu de Lagerschutz. Mais son visage mobile, ses yeux vifs, reflétant l'excitation. La base du récit du mort qu'il faut est plus touchante, peut-être parce qu'elle est plus concentrée, plus ramassée que d'autres choses dans d'autres livres sur les camps. Le comique, il pourrait être partout. Parce que l'une des caractéristiques de cette expérience-là, c'est le mélange des genres. Le tragique, le comique, le grotesque, même se mélangent tout le temps. Le jeune russe n'est pas du tout un personnage fictif. Je ne sais pas si c'était le bon ange, mais c'était vraiment le costaud qui m'a vraiment sauvé la vie à ce moment-là. Les uns joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique au dangereux parfum. Je suis en train de finir un livre qui n'est pas un livre sur les camps, qui est un livre, une espèce de retour sur l'expérience personnelle, mais d'une façon plus, disons, plus thématique, à l'intérieur d'un récit qui est un récit chronologique, qui va de la jeunesse au plus près possible de la mort. À l'intérieur de ça, grouper la narration chronologique, disons, la narration, par thème. Alors, le début, c'est la jeunesse et c'est la torture, qui est l'expérience fondamentale de ma jeunesse. L'expérience de la torture chez la Gestapo. Ensuite, les camps. À l'intérieur du camp, la découverte de la question juive, avec cette histoire du Sonderkommando, du survivant en particulier, pas seulement, etc., etc. Et dans ce livre, la fin va être l'histoire de l'affiche. L'histoire de ces communistes allemands que je n'ai jamais retrouvés, qui refusent de m'inscrire comme étudiant. Quand il me dit étudiant, c'est pas une profession. Ici, c'est pas une profession. Et moi, j'ai un jeu de mots de normalien, je lui dis, germanique, je lui dis kein Beruf, aber eine Berufung. Pas une profession, mais une vocation. Il me regarde comme si j'étais fou. Et il me fait passer. Moi, toute ma vie, j'ai cru toute ma vie jusqu'en 92 qu'il avait écrit student. Non, il a écrit stuckateur. Stuckateur, c'est un travailleur qualifié. Et donc, ce type m'a sauvé la vie. Statistiquement, mathématiquement, la dernière mémoire vivante, vécue, réelle des camps va être une mémoire juive. Et ce jour-là, les juifs seront obligés de se rappeler de tout. Je disais, la mémoire juive va être obligée de faire ce que fait Primo Levi dans ses livres, de rendre universelle cette mémoire-là, et de se rappeler non seulement du malheur juif, mais du malheur résistant, du malheur tzigane, de tout le malheur de la déportation. Et vous allez continuer après, parce que même si vous n'avez pas été, vous êtes d'une certaine façon capable, à mesure de continuer à imaginer ce qui s'est passé. Grâce à des choses comme celle-ci, grâce à votre travail à vous, avec vos professeurs, etc. Mais c'est évident qu'à partir d'un moment, c'est à vous, quand je dis vous, c'est pas vous concrètement, toi, c'est à votre génération. Ceux qui écrivent sur ça, ceux qui réfléchissent et qui pensent. Mais en tout cas, là, cette mémoire-là, qui va porter le cœur, comme dirait le brave Knie, qui va porter leur cœur, c'est vous, c'est plus nous, on ne sera plus là.